Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une de l'actualité africaine, l'ampleur de l'épidémie d'Ebola dépasse de 2 à 4 fois les estimations officielles selon l'OMS. Décrétée il y a 2 mois en République démocratique du Congo, l'épidémie a déjà officiellement fait plus de 700 morts pour près de 2000 cas. Dans le même temps, en Ituri, épicentre de l'épidémie, des soignants ont dénoncé leurs conditions de travail. Plus de 78 000 Zimbabwéens de retour dans leur pays après avoir fui les violences racistes en Afrique du Sud. Mais seulement 20 000 ont pu rentrer grâce à un dispositif mis en place par le gouvernement, alors que près de 50 000 sont rentrés par leurs propres moyens. Vous le verrez dans un reportage. Enfin, comment interpréter le rabibochage entre le Mali et l'Algérie après 15 mois de brouille? Les deux pays ont annoncé vendredi leur réouverture de leur espace aérien mutuel et le retour des ambassadeurs. Le décryptage avec le sociologue Mohamed Amara. En fin de journal, il est notre invité. Je le disais en titre, l'ampleur de l'épidémie actuelle d'Ebola pourrait représenter 2 à 4 fois les estimations officielles. Annonce faite par l'OMS, le dernier bilan officiel des autorités congolaises publié mardi fait état de 719 morts et 1963 personnes contaminées. Au centre du traitement d'Ebola de Rwampara, la localité parmi les plus touchées située en Ituri, des soignants ont protesté ce mardi pour dénoncer leurs conditions de travail. Le récit de Maya Anaïs Yatagen. L'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est du Congo plus rapidement que la réponse sanitaire. Le bilan est désormais de près de 2000 contaminés et plus de 700 décès, des chiffres qui pourraient être largement sous-évalués selon l'OMS. Nous estimons que l'ampleur de l'épidémie est au moins 2 à 4 fois supérieure au nombre de cas que nous avons recensés. Chaque jour, notre capacité à détecter les cas s'accroît et s'améliore, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus confiance dans ces chiffres. Mais nous ne saurons jamais avec certitude. Parmi les victimes, au moins 35 soignants. Alors au centre de traitement de Rwampara, au nord-est du pays, des dizaines d'employés assurent le service minimum. Médecins, ambulanciers et fossoyeurs sont en grève depuis lundi pour dénoncer des conditions de travail dangereuses et des salaires impayés depuis 1 mois et demi. Aussi, il faut que le gouvernement congolais, notre État, puisse songer à nous parce que ces données, à côté des conseils professionnels, nous avons aussi des femmes, des enfants qui étudient. Il faut qu'ils voient aussi notre papa comme il se sacrifie. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on peut aussi amener à la maison et ça peut aussi faire quand même un honneur. La communauté internationale a mobilisé 1,5 milliard de dollars pour soutenir la riposte sanitaire en RDC. Un essai clinique portant sur 2 potentiels traitements a commencé début juillet. Pour l'instant, il n'existe aucun vaccin ni remède efficace contre la souche actuelle du virus. Ils sont enfin de retour chez eux après des semaines de calvaire. Près de 80 000 Zimbabwéens sont arrivés dans leur pays depuis la fin du mois et avec eux des traumatismes liés aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Ils racontent le calvaire qu'ils ont vécu dans ces images commentées par Clémence Valère. Le visage suturé, un bras immobilisé et le pied gauche maintenu par une attelle. Ce sont les séquelles laissées par l'agression dont Shingirai Kureboiseka a été victime lors des violences xénophobes en Afrique du Sud. De retour dans son pays, ce rapatrié zimbabwéen profite de son passage à Beitbridge pour recevoir des soins et tenter de surmonter les épreuves qu'il a traversées. Un groupe de jeunes hommes est soudainement apparu et a commencé à me frapper avec des barres métalliques sur la tête et sur la colonne vertébrale. Je portais une combinaison de travail et elle a été déchirée et découpée. Et tous mes effets personnels ont été pris par les agresseurs. Comme lui, des milliers d'étrangers ont été pris pour cible depuis plusieurs semaines. Depuis plus d'1 mois, l'Afrique du Sud est secouée par des manifestations et des violences meurtrières xénophobes. Les étrangers ne représentent que 4% de la population sud-africaine, mais ils servent souvent de bouc émissaire. Avec un taux de chômage avoisinant les 30%, la concurrence pour l'accès à l'emploi a attisé les tensions et le ressentiment. D'abord, j'ai perdu mon travail. Ensuite, je suis retourné dans la maison que je louais et le propriétaire m'a mis à la porte. J'avais des biens dans cette maison, mais je ne pouvais ni les vendre, ni les emporter avec moi, car les manifestants disaient « Tu les as achetés ici, ils appartiennent donc à l'Afrique du Sud ». Face à la recrudescence des attaques contre leurs ressortissants, plusieurs pays africains ont organisé le rapatriement de leurs citoyens. Selon Harare, plus de 78 000 Zimbabwéens ont quitté l'Afrique du Sud entre le 28 mai et le 7 juillet, soit avec l'aide de leur gouvernement ou bien par leurs propres moyens.
Au Sénégal, les supporters de l'équipe de football réclament la démission du président de la Fédération sénégalaise de football. Ils ont exprimé leur colère cet après-midi à Dakar contre l'instance dirigée par Abdoulaye Fall suite à l'échec de la campagne du Sénégal à la Coupe du Monde, mais surtout au vu des problèmes extra-sportifs de l'équipe. Écoutez ces manifestants au micro de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Un président de la fédération qui a pris un discours irrespectueux devant tous les Sénégalais, il s'est ridiculisé lui-même en ridiculisant tout le pays, tout un pays. On veut la fédération dégage maintenant. Tout le monde dégage. La fédération, Pape Thiaw, le staff, tout dégage. Dans un pays normal, lui-même devait démissionner sans même qu'on lui parle. Mais on est dans un pays où la culture de la démission ne fait pas partie des Sénégalais, malheureusement. Après 15 mois de brouille diplomatique, assiste-t-on à un retour d'une idylle entre le Mali et l'Algérie. Vendredi dernier, Alger et Bamako ont annoncé leur retour de leurs ambassadeurs respectifs ainsi que la réouverture de leur espace aérien. Je rappelle que les relations entre les deux pays étaient glaciales depuis la destruction d'un drone militaire malien près de la frontière commune entre les deux pays au printemps 2025. Pour tenter de comprendre l'origine de ce rapprochement et se projeter sur l'avenir de leurs relations, avec nous ce soir, Mohamed Amara, sociologue malien, auteur de plusieurs ouvrages dont Le Mali rêvé, disponible chez L'Harmattan. Bonsoir Monsieur Amara et merci d'être avec nous. Je le disais, bonsoir, alors que les relations étaient au plus bas entre les deux voisins, nous voilà dans une amorce de détente. Comment l'expliquer ? Oui, ça s'explique tout simplement par le fait qu'à un moment de part et d'autre, il y a une fatigue de cette bruit diplomatique dont on connaît très bien les détails. Et tout ça s'explique aujourd'hui par la nécessité d'amorcer un temps de paix qui est mis en avant par les différents partenaires, en particulier le partenaire russe. Vous avez bien constaté récemment que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie était à Addis Abeba, ensuite à Niamey, et par la suite, on a vu aussi l'arrivée du président de la Commission de l'Union africaine, monsieur le Djiboutien Mohamed Ali Youssef, à Bamako. Donc tout ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte effectivement de regain de tolérance diplomatique entre deux pays qui, par définition, historiquement, sont des pays frères. Les relations fraternitaires sont très importantes et donc c'est ce qui explique ce dégel. Vous dites que ces deux pays frères, c'est des deux pays frontaliers qui partagent une grande frontière. Entre l'Algérie et le Mali, est-ce qu'on sait qui a fait le premier pas vers l'autre ? C'est la question que tout le monde se pose. Ce dont on est sûr, en tout cas selon les informations que je dispose, c'est qu'à un moment ou à un autre, la Russie, qui est un des partenaires, le partenaire important des deux pays, a jugé nécessaire de ramener les deux protagonistes à la table de la paix, de la négociation, pour sortir de ces tensions diplomatiques qui n'arrangent en particulier personne. Donc, c'est ce qui a fait que la Russie, elle est aujourd'hui dans une possibilité de tordre la main aux uns et aux autres en raison de sa position géostratégique et géopolitique dans la région. Et le Niger, autre membre de l'Alliance des États du Sahel, on a vu que Abdourahmane Chani, qui est chef de l'État au Niger actuellement, a fait une visite officielle à Alger, a été reçu en grande pompe par Abdelmajid Tebboune en février dernier. Est-ce que ça aussi, ça a pu peser chez les Maliens ? Est-ce que le Niger a pu dire au Mali de faire la paix avec l'Algérie ? Chani, comme les autres présidents de l'AES, la Confédération des États du Sahel, je pense, ont tous intérêt à sortir de cette brouille diplomatique. Et surtout le Niger aussi, qui a une zone frontalière avec et l'Algérie et le Mali. Cela dit, la visite de Chani s'inscrit effectivement dans
le cadre des relations diplomatiques, mais aussi des politiques d'investissement entre les deux pays à propos de l'exploitation du pétrole. Mais aussi, c'est une manière pour Tiani aussi de jouer l'émissaire en particulier. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais, je pense que tout ça est fait sous la coupe, sous le giron russe. On sait que le Mali est la cible d'attaques du JNIM et du FLA, les rebelles indépendantistes du Nord. Est-ce qu'on peut imaginer que ce dégel avec l'Algérie peut relancer, pourquoi pas, l'accord d'Alger signé en 2015 entre la République du Mali et la coordination des mouvements de l'Azawad, mais dénoncé par le pouvoir malien en janvier 2024 ? C'est l'espoir en tout cas que tous les hommes de paix souhaitent, espèrent, que cette baisse de tension, cette baisse de fièvre diplomatique participe des mécanismes de relance, des possibilités de paix, de négociation entre les deux pays. Encore une fois, je rappelle, ce sont des pays historiquement et socialement, voire culturellement, qui ont des rapports affinitaires très importants. Donc c'est l'espoir aujourd'hui en tout cas qui est posé. Et dans ce cadre, effectivement, ce que j'ai toujours promu, c'est cette possibilité d'avoir une alliance républicaine qui implique l'ensemble des acteurs maliens et le FLA et tous les autres, et les politiques, parce que ça nécessite aussi quelque part une réhabilitation des hommes politiques, enfin de la politique en particulier, pour que désormais on s'inscrive la paix, parce que la paix, on l'a fait avec les autres. Ça veut dire dialoguer avec ceux avec lesquels on est en désaccord sur pas mal de sujets. Et on sait très bien aujourd'hui qu'au Mali et dans la région, les sujets de discorde sont indénombrables. Et quid de l'imam Mahmoud Dicko, opposant déclaré au pouvoir militaire malien et qui est aujourd'hui choyé par l'Algérie ? Bien évidemment, Dicko reste une des pièces du puzzle à reconstituer, et du point de vue diplomatique et du point de vue réconciliation. Et je pense qu'il aura son mot à dire. Il est important effectivement de mettre Dicko dans le jeu. Vous avez parfaitement raison. Dicko incarne d'une façon ou d'une autre, peu importe, avec les liens qu'on peut avoir avec l'imam. Moi, je ne parle pas de l'imam, mais je parle de l'homme politique, parce que Dicko est par excellence politique. C'est aussi sa capacité de tolérance pour ramener les acteurs maliens, voire même non maliens, à dialoguer et à faire la paix. Encore une fois, je rappelle cette importance de temps de paix que traduit ce dégel en fait des tensions entre les deux pays, et qui nécessite bien évidemment l'implication de tous les acteurs. Donc, ce qui nous permettra de sortir de cette guerre qui, on sait bien, la suite, c'est un péril humanitaire. Le péril humanitaire, voire même humain, avec les différentes morts, les différentes attaques qui n'épargnent aucun Malien du nord au sud, d'est en ouest. Merci beaucoup, Mohamed Amara. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le Mali et sur l'Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Maya Anaïs Yatagen. Et merci aussi au chef d'antenne. Restez sur France 24, l'information continue.